de prises de parole comme celle qu'on vient d'avoir, c'est évidemment très difficile de parler, surtout quand on est un homme. Donc je vais essayer de faire mon mieux. La question des biais conscients et inconscients, c'est une question qui est beaucoup travaillée chez les gens les sociologues notamment, qui travaillent sur la question du positionnement des hommes dans l'égalité, du positionnement des hommes aux côtés des féministes, etc. C'est une question qui est très souvent travaillée, et un certain nombre de chercheurs disent bah non, en fait, les biais chez les hommes, ils sont pas inconscients, ils sont parfaitement conscients. Parfois, ils sont tellement visibles qu'on ne les voit plus, mais c'est pas pour ça qu'ils sont inconscients. Et c'est vrai que nous, les hommes, dans une entreprise, par exemple, si on voit arriver une femme, on ne se dit pas ah, c'est le mammouth, alors est-ce qu'il faut se battre avec le mammouth ou est-ce qu'il faut partir? Non, quand on voit une femme, en général, on commence par regarder si elle est jolie. C'est un réflexe qu'on a, on est conditionné pour ça. Et ensuite, tout va bien. Tout va bien jusqu'au jour où on nous dit qu'on va être en situation d'égalité avec elle. Alors là, ça commence à poser problème, parce qu'évidemment, le jour où il y a un poste à pourvoir, vous savez comment ça se passe dans votre entreprise, je ne sais pas si vous avez déjà vu, un jour on dit il y a un poste à pourvoir, quelqu'un part à la retraite, un poste de direction, ou bien on va créer un nouveau poste prestigieux avec un beau salaire, et puis on propose à quelqu'un de prendre ce poste, et cette personne dit ah non, 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 moi je peux pas. Je peux pas parce que dans mon équipe, il y a quelqu'un qui est plus performant, qui est plus capable que moi. Vous avez déjà vu ça? Moi non plus. Eh bien, c'est ce qui se passe évidemment entre les hommes et les femmes, parce que quand les femmes arrivent dans l'entreprise, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand tout à coup on dit à un homme en fait, le poste que tu espérais prendre, c'est pas toi qui vas le prendre, c'est une femme. Alors là, tout à coup, évidemment, tous les biais, tous les stéréotypes, tout ce que vous savez, va ressortir. Bon, je ne vais pas citer des sociétés, mais enfin, je connais quelques exemples, y compris les hommes qui travaillaient jusque-là sur la diversité, sur l'égalité, et qui tout à coup ont changé d'avis. Alors chez nous, les hommes, on dit qu'il y a un certain nombre de stratégies, évidemment, parce que pourquoi, quand on a le pouvoir, comme je viens de vous le montrer, on n'a aucune envie de le perdre, et jamais on a vu un groupe social dans l'histoire de l'humanité se lever un matin et dire « Ah, mais il y a 200 000 ans qu'on a le pouvoir, excusez-nous, on s'est trompé, excusez-nous, allez-y, prenez la place. » Ça se passe jamais comme ça. Donc, quand on a le pouvoir, on veut le garder. Quand on veut le garder, on met en place des stratégies pour le défendre, des stratégies pour défendre les privilèges. Alors, bon, parmi les stratégies, il y en a qui sont plus connues. Il y a la dérision, par exemple, vous connaissez ça? Ouais, mais les femmes, ça va, elles ont tout obtenu, puis c'est pas si grave. Il y a tellement de problèmes. La pauvreté, ça c'est un vrai problème. La crise de migrants, ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire des femmes, c'est pas très grave. Il y a le déni. Alors le déni, c'est ben non, mais les femmes, quoi, elles sont pas égales, elles ont eu toutes les lois. Oui, mais s'ils n'ont pas les mêmes salaires, c'est parce qu'elles veulent pas travailler autant, hein, c'est parce qu'elles l'assument, et c'est tout le monde est content, en fait, tout va très bien. Et alors avec le déni, il y a un truc qui marche bien aussi, c'est l'essentialisme. Non, mais les femmes, elles veulent pas parce que de toute façon, c'est normal, parce qu'on est différents, on est complémentaires, hein, elles portent les enfants et nous pas, donc c'est normal qu'à l'intérieur du cerveau, ça se passe pas de la même manière, donc elles n'ont pas envie du pouvoir, elles n'ont pas envie du salaire, donc là aussi, tout le monde est content. Il y a d'autres stratégies, parfois plus quotidiennes, comme l'évitement. Alors l'évitement, je vous dis tout ça, moi j'en suis pas exempt, hein, je me mets dans la masse. Hein. L'évitement, c'est un truc qui marche par exemple pour la vaisselle. Alors on dit, oui oui chérie, je te promets, je vais faire la vaisselle. Non mais t'as raison, t'as trop bossé, c'est à mon tour, je vais faire la vaisselle. Et puis, oui mais attends, d'abord je vais envoyer un mail, et puis je vais faire un truc, j'ai un coup de fil à passer, et puis après je ferai la vaisselle, et puis on fait encore un autre truc, puis encore un autre truc, puis on revient, oh la vaisselle, mais tu l'as fait chérie, mais il fallait pas la faire, je t'ai dit que je la ferais. Vous voyez, ça c'est le truc qui fonctionne souvent, je suis sûr que ça marche bien dans l'entreprise aussi, l'évitement. Et alors, il y a un truc qui est très à la mode, notamment dans les entreprises, c'est la culpabilisation. Culpabiliser les femmes, de toute façon, ça marche beaucoup, hein, que ce soit en psychanalyse, en religion ou ailleurs, la culpabilisation des femmes, ça marche très bien. De toute façon, tout ce qui arrive, c'est votre faute. Et on culpabilise les femmes pour la souffrance des hommes, y compris dans le but d'aller vers l'égalité. Alors ça, c'est un truc très à la mode. Et donc, on va expliquer que nous, les hommes, nous souffrons. Alors, je vous jure... j'ai fait un film qui s'appelle La domination masculine. Rien qu'avec ce film-là, j'ai dû faire 250 débats, plus des conférences, etc. Chaque fois, je vous jure, chaque fois, il y a une main qui se lève, ou plusieurs, mais minimum une, et je vous jure que chaque fois, c'est une femme qui dit « Oui, mais vous, les hommes, vous souffrez aussi beaucoup. » Chaque fois. Alors nous, les hommes, quand on dit qu'on souffre, jamais on va dire non. Hein. « Oh oui, on souffre, oh là là !» Au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Et donc, vous avez un exemple ici, je vais le citer parce que je le dis publiquement, je m'en fous. Vous avez un livre magnifique qui s'appelle Mixité dans l'entreprise, c'est pas égalité dans l'entreprise, mixité dans l'entreprise, partout où on passe on le trouve, il est là-bas. Dans ce livre, on vous explique en toutes lettres, c'est écrit, les hommes souffrent du fait de l'inégalité avec les femmes. Si ça, c'est pas indécent. Alors on nous explique par exemple que nous, on souffre du fait d'être des pourvoyeurs. Donc on souffre d'avoir des plus gros salaires, c'est ça que ça veut dire. Si on est pourvoyeur, c'est parce qu'on a des meilleurs salaires. Et que le salaire des femmes continue souvent à être considéré comme un salaire d'appoint. Donc tout ce genre de choses. Donc tout ça, évidemment, ce sont des stratégies
qui sont malheureusement aussi parfois portées par des femmes, enfin grosso modo sont des stratégies masculines pour garder le pouvoir. Alors il y a une stratégie aussi alors là on pourrait discuter longuement, mais ça n'a pas d'importance, pour savoir si c'est conscient ou inconscient, c'est le sexisme bienveillant. Alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que le sexisme bienveillant. Qui sait ce que c'est que le sexisme bienveillant? Ah non? Bon. Alors pourtant, vous avez deux chercheurs en Belgique qui ont écrit des travaux vachement intéressants sur le sujet. Du coup, je vais les citer, vous irez voir. Ils s'appellent Dardenne et Sarlet. C'est un homme et une femme. Et alors le sexisme bienveillant, ben, comme son nom l'indique, c'est une attitude qui est à la fois bienveillante dans la forme, mais qui est en fait parfaitement sexiste. Alors c'est tous les discours sur la femme, l'idéal féminin, toutes les manières de mettre les femmes sur des piédestals, tout en leur rappelant en permanence que quand même elles sont fragiles, il faut qu'elles soient protégées. Et donc c'est toujours le rappel à la binarité de l'être humain, hein, qu'il faut toujours bien garder en deux colonnes, homme d'un côté, femme de l'autre, avec chacun des caractéristiques, des caractères, des qualités et des défauts. Et donc évidemment, cette idée de la complémentarité, ben, c'est très pratique pour celles et ceux, mais surtout ceux qui veulent que chacun reste à sa place. Et dans la hiérarchie, les hommes au-dessus et les femmes en dessous, c'est très clair. Ces deux chercheurs à Liège ont fait des travaux très intéressants parce qu'ils ont mis en place des processus expérimentaux où ils ont montré que quand on soumet des femmes à des tests cognitifs et que juste avant on les soumet à ce sexisme bienveillant, à des petites phrases qui sont de l'ordre du sexisme bienveillant, eh bien le résultat lors des tests cognitifs sont moins bons pour les femmes qui ont été soumises à cette forme de sexisme. Ça, c'est la première des choses. Donc il y a une conséquence directe. Et la deuxième conséquence, enfin c'est un fait qu'on peut observer, qu'ils ont observé, c'est que dans les groupes où on mesure du sexisme bienveillant, eh bien automatiquement, plus on mesure de ce sexisme bienveillant dans le groupe, plus on va aussi mesurer du sexisme malveillant. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation entre les deux. Le sexisme bienveillant n'est pas du tout un signe d'un chemin vers l'égalité dans un groupe, au contraire. Et donc, outre tout cela, il y a ce qu'on pourrait vraiment appeler un biais. Alors pour le coup, c'est vraiment un biais auquel on ne pense généralement pas parce qu'il est tellement visible, évidemment, qu'on ne le voit plus. C'est le fait que la majeure partie de nos organisations, que ce soit des organisations politiques, des entreprises, des groupes philosophiques ou autres, ont été conçues par des hommes pour des hommes, y compris dans la structure normative, on va dire, d'une entreprise. Même une entreprise neuve, elle fonctionne selon des règles qui sont des règles généralement admises du fonctionnement des entreprises. Tout ça a été conçu par des hommes pour des hommes. Et donc, évidemment, l'idée que tout cela a été fondé sur des valeurs masculines, ça ne nous saute pas aux yeux parce qu'on nous a appris que ces valeurs-là, elles étaient neutres et qu'on pouvait faire entrer des femmes dans ces groupes, on pouvait faire entrer des femmes dans les entreprises, qu'en fait il n'y avait pas de problème. Ben, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on ne change rien. Et en fait, tous ces groupes, toutes ces structures sont toujours fondées selon ce qu'on appelle des valeurs androcentrées, c'est-à-dire où l'homme est le pivot et la femme tourne autour. Donc l'homme, il est neutre du point de vue des qualités, et c'est la femme qu'on va faire entrer dans le but d'amener de la diversité, parce que la femme, elle est différente. Et évidemment, ben, on parlait de sexisme bienveillant, mais quand on parle des différences de la femme, ben, si la femme va venir dans l'entreprise et qu'on va utiliser toutes ces différences qui vont enrichir, ben, la femme, elle a intérêt à rester différente. Elle a intérêt à rester ce qu'elle est, elle a intérêt à rester enfermée dans un certain nombre de stéréotypes qui, le jour venu, ben, pourront la renvoyer vers la porte de sortie. Et donc, évidemment, il est très important de reconnaître que notre culture, que nos cultures, ne sont pas du tout neutres. Alors, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que la première des choses, c'est de reconnaître qu'on a besoin d'outils. Moi, par exemple, je ne me dis pas féministe. Je refuse de me dire féministe. Je me dis pro-féministe. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi la différence? Ben, c'est le fait que, en tant qu'homme, j'expérimente ce monde-là en tant qu'homme. Et je n'ai aucune idée de ce que c'est qu'expérimenter ce monde-là en tant que femme. J'en ai aucune idée. Par exemple, le fait de garer ma voiture dans un parking souterrain à 3h du matin, je vais avoir peur qu'on m'agresse, qu'on me vole ma voiture, qu'on me vole mon portefeuille, qu'on me frappe peut-être. Mais la peur de l'agression sexuelle, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Je sais que ça existe, je l'entends, j'entends des femmes qui en parlent, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et de la même manière, vous les femmes, vous n'avez aucune idée de ce que c'est qu'expérimenter ce monde-là en tant qu'homme. Et d'une certaine manière, heureusement pour nous, parce que si vous le saviez, je pense que vous seriez un peu fâchés. Et donc, pour moi, le fait de me dire pro-féministe et pas féministe, c'est le fait de me rappeler à moi-même, et ça me permet d'en parler avec d'autres, à chaque instant,
qu'il y a plein de choses que je ne sais pas. Et que même quand je parle d'égalité, même quand je réfléchis à l'égalité, j'y réfléchis toujours en tant qu'homme qui a une certaine place dans le système, c'est-à-dire qui est toujours membre d'un groupe dominant, et il n'y a pas de position neutre. Il n'y a pas d'une position universaliste qui nous permettrait de parler de l'égalité, quelle que soit notre position dans le système. Évidemment que non. Parler en ces termes-là de l'égalité, c'est faire en sorte qu'on n'y aille pas, évidemment, parce qu'en tant qu'homme, on va regarder le monde comme ça nous a été montré tout à l'heure, avec des biais cognitifs, avec des stéréotypes, avec des idées préconçues, et rien, évidemment, ne changera jamais. Des outils, on en a vraiment besoin. Dans un couple, par exemple, quand, admettons que les deux se soient mis d'accord pour une répartition juste des tâches ménagères, ce qui est déjà un point important. Mais très souvent, j'allais dire nous les hommes, tout le monde, on va être pris dans des réflexes conditionnés. Et les réflexes, ils sont directement issus de notre éducation. Donc en tant qu'homme, je vais être l'objet de réflexes conditionnés. Et donc, je vous parlais tout à l'heure de la vaisselle que je ne vais pas faire tout de suite, pour la faire plus tard, et puis pour finir comme ça, je ne la ferai pas. Mais il y a d'autres réflexes conditionnés, il y en a plein. Or, quand on voit qu'on prend la décision, par exemple, une chose aussi simple que ça, de répartir les tâches et de faire moitié-moitié dans un couple, on voit très bien que si on n'utilise pas des outils, eh bien ça ne marche pas. Les réflexes vont être plus forts que nous. Moi, par exemple, je vais traîner, je vais reporter les choses, ma compagne va les faire. Et donc, un outil très simple, c'est le papier sur le frigo. Et quand on met un papier sur le frigo avec une colonne, pas pour se l'imposer l'un à l'autre, pas pour se faire la guerre, pour dire on va le faire ensemble, parce qu'on est conscient qu'on est pris dans des réflexes, et que si on n'a pas cet outil qui est extérieur à nous, eh bien on va retomber dans le réflexe, et du coup, évidemment, ça va finir par une dispute. Donc on va le faire. Et donc on va le faire, on va mettre chacun ce qu'on fait, et puis petit à petit, on va voir que ça marche, ou que ça marche pas, ou qu'il y a des jours où ça marche, des jours où ça marche pas, il y a peut-être d'autres stratégies à mettre en place, mais on va pouvoir le faire main dans la main. Mais pour ça, il faut le vouloir, évidemment, il faut le vouloir tous les deux. Et évidemment, dans une entreprise, quand il y a des objectifs qui sont publics, qui sont publiés, quand les résultats en termes d'égalité sont publiés, ben évidemment, là, c'est comme la feuille sur le frigo. On peut voir où on en est, on peut voir si on avance ou pas. Encore faut-il que tout le monde le veuille. Eh bien, figurez-vous que dans les livres que je vous citais, on vous explique, par exemple, qu'il ne faut pas faire ça. Alors, par tout le monde, hein, il y a un auteur qui dit qu'il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce que publier les résultats, ça pourrait décourager les hommes. C'est écrit en toutes lettres, vous pouvez vérifier. Ce qui veut bien dire que, avant la question du biais, il y a la question de la résistance, il y a la question de la volonté d'aller vers le changement, où il y a évidemment la position, on va dire, réactionnaire, des hommes qui disent « non, non, moi je veux garder mon petit pouvoir et je vais trouver toutes les raisons du monde pour que les femmes ne puissent pas s'en approcher ». Évidemment, la formation des hommes, c'est une chose extrêmement importante. Alors on ne donne pas à boire à un âne qui n'a pas soif, mais il y a un certain nombre d'hommes qui sont prêts à entendre des choses, et puis il y en a certains qui n'ont pas peur. Alors c'est sûr que, je reviens au même livre, vous allez voir, là il y a vraiment un exemple, des exemples formidables, des PDG qui font des citations sur les bienfaits de l'égalité. C'est formidable, je suis d'accord, d'un bout à l'autre avec eux. Évidemment, ils sont PDG, ils ne sont pas en danger. Dans leur entreprise, il n'y a personne qui risque de leur prendre la prochaine promotion, ils sont à la tête de la hiérarchie. Et tout à coup, ils sont en position de regarder ça d'en haut, un peu comme le père de famille sur la famille avec ses enfants, qui règle les disputes et qui dit « Ah non, mais vous inquiétez pas, on va pas faire comme ça, on va aller vers l'égalité, ça va être beaucoup mieux. » Et du coup, ils disent des choses très intéressantes. Ils parlent d'équité, ils parlent d'égalité, ils parlent d'humanisme, ils parlent de toutes sortes de valeurs qui sont aujourd'hui quasiment interdites dans l'entreprise, dans beaucoup d'entreprises où je suis invité. Quand on parle d'égalité, on va dire surtout, il ne faut pas parler d'éthique, hein, parce que c'est vraiment un très gros mot. Il faut parler de rentabilité, soit pour les entreprises, soit pour les hommes. Alors, c'est assez drôle, petite parenthèse là-dessus, la rentabilité pour les entreprises, hein, c'est l'idée que en faisant entrer les femmes dans l'entreprise à des postes de direction, tout à coup l'entreprise va devenir beaucoup plus rentable. Alors vous avez des études avec des graphiques, etc. On vous montre que les cours en bourse de certaines entreprises qui ont fait entrer les femmes ont explosé au même moment, etc. C'est assez marrant. Il faut être consultant chez McKinsey pour croire à ça. C'est exactement alors là on parle de biais, c'est un sacré biais. C'est l'idée que c'est dans les pays où on mange le plus de chocolat qu'il y a le plus de tueurs en série. Vous savez ça, c'est vrai. Hein. Je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. C'est dans les pays où on mange le plus de chocolat qu'il y a le plus de tueurs en série. Alors d'après, si on écarte l'idée qu'il y a un biais et si on suit le raisonnement de McKinsey, dans le chocolat, il y a quelque chose qui fait que ça transforme certaines personnes en tueurs en série. Et donc plus on en mange, plus on devient tueur en série. Évidemment non, ce biais, c'est un biais très connu. C'est la différence entre la causalité et la concomitance. C'est pas parce que deux événements se passent au même endroit en même temps qu'il y a un lien de causalité entre les deux. Eh bien cette idée-là, évidemment, c'est ça le raisonnement. On va faire entrer des femmes dans l'entreprise,
et puis les bénéfices vont grimper. Alors on va regarder uniquement les entreprises où ça a marché, et on va dire qu'il y a un lien de causalité. Alors en fait, il y a des tas d'études académiques un peu sérieuses sur le sujet. Il y en a plein qui montrent qu'en fait, il n'y a pas de lien, on ne peut jamais démontrer un lien de causalité parce que les facteurs sont très différents. Pour certaines entreprises, ça dépendra du cours de matières premières. Il y a plein d'éléments et que la place des femmes dans l'entreprise, ce n'est qu'un élément parmi d'autres. Et puis, il y a un autre élément, c'est le bienfait pour les hommes. Alors là, vous avez même des organisations qui se font payer cher pour aller faire des conférences dans les entreprises pour dire qu'ils travaillent pour l'égalité et que c'est vraiment ça vient se mettre dans les programmes pour l'égalité de l'entreprise. Et le seul but du discours, c'est de dire il faut convaincre les hommes que ça va être bon pour eux. Alors je reviens à la souffrance de tout à l'heure. Alors on commence par dire aux hommes, ah vous souffrez, n'est-ce pas? Oui, ah ben d'accord, on va trouver une solution, vous allez voir, ça va soulager votre souffrance. L'égalité, les femmes qui vont vous prendre les places et tout ça. Je ne suis pas sûr que ça va marcher. Hein. Et donc, on en arrive à une situation qui, moi, me paraît extrêmement dangereuse. Parce que moi, ce que je défends, évidemment, c'est les valeurs d'éthique. Si on doit aller vers l'égalité, que ce soit dans l'entreprise ou ailleurs, c'est en un mot, il n'y a pas besoin de graphique, c'est parce que c'est juste. Ça fait 200 000 ans qu'on vit une situation d'injustice, de sélection des individus selon leur sexe pour mettre les hommes en situation favorable et les femmes en situation défavorable. Il faut juste que ça s'arrête. Ça ne paraît pas un gros mot de dire une chose pareille. D'autre part, je pense que le chemin vers l'égalité, c'est aussi le résultat de transformations sociales plus profondes, qui n'ont pas de rapport direct avec l'égalité femmes-hommes, mais qui font qu'à un certain moment, la société est prête. Beaucoup plus qu'elle ne l'aurait été 2-3 siècles plus tôt, parce que les femmes du XVIIe siècle, elles étaient aussi dominées, voire plus qu'au XXe siècle, elles étaient aussi intelligentes. Pourquoi elles n'ont pas fait la révolution féministe au XVIIe siècle? Parce que la société, évidemment, n'aurait pas été prête une seule seconde. Là, il y a un terrain social qui, de par la transformation, des mentalités, des modes de production, transformation philosophique, du rapport au pouvoir, du nombre d'enfants par famille, plein de facteurs qui n'ont rien à voir, tout à coup, il y a un terrain qui est prêt, et il y a un mouvement politique, qu'on appelle le féminisme, qui a joué un rôle de catalyseur, et qui a permis cette transformation. Et quand on dit ça, du coup on en revient à l'entreprise, et on dit aux entreprises, mais vous avez deux attitudes possibles par rapport à ça. Soit vous regardez le monde tel qu'il est, et tel qu'il change, et à une vitesse incroyable, et vous vous dites, moi je vais être dans le train, je veux être dans ce monde-là qui change, ou bien vous vous dites, je veux rester sur le quai, le monde va changer, le train va passer, et moi je reste là parce que je fais de la résistance et je ne veux pas en être. Exactement comme si une entreprise refusait l'informatique. On pourrait très bien imaginer une compagnie d'assurance qui ont encore des tiroirs avec des petits trucs, ça marchait bien jusque-là, pourquoi ça ne marcherait plus? Imaginez un peu, est-ce que vous investiriez de l'argent dans ce type d'entreprise? Est-ce que vous seriez candidate pour aller travailler dans ce type d'entreprise? Non, bien sûr que non. Une entreprise qui refuse l'égalité, je ne parle pas de la mixité, je parle de l'égalité, mais très rapidement, elle ressemblera à une association de notaires de la fin du 19e siècle. Est-ce que les entreprises veulent ressembler à ça? Non. C'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, il y a des classements d'entreprises en termes d'égalité. Tout ça pour vous dire que je pense que cette question des biais, elle est essentielle, elle est très importante chez les hommes, et qu'il faut faire très attention à construire l'égalité sur des bonnes bases, sur des bases solides, sur des valeurs. Parce que si on les construit sur du sable mouvant, n'oubliez jamais qu'il y a eu des moments dans l'histoire où on a fait venir les femmes dans l'entreprise. Il y a eu des moments où on a dit « Ah, mais tout ce qu'on disait jusque-là, les femmes ne sont pas capables, elles ne sont pas assez ceci, pas assez cela », tout à coup ça ne vaut plus. La guerre 14-18. Tout à coup on a mis des femmes derrière les machines-outils. 20 ans avant, si on avait dit ça, on aurait dit « Mais c'est pure folie, aucune femme ne peut être derrière une machine-outil ». Tout à coup on a mis les femmes derrière les machines-outils. Et puis à la fin de la guerre, qu'est-ce qu'on a fait? On les a renvoyées à la maison. En 40-45, même chose. On a à nouveau mis les femmes dans les entreprises, à des postes importants. Et quand la guerre s'est terminée, les hommes sont revenus, les femmes, on les a renvoyées à la maison. Et donc, en guise de conclusion, cet avertissement, cette idée que c'est dangereux de construire sur quelque chose qui ne soit pas solide, que les valeurs d'égalité ne se négocient pas, et que évidemment il ne faut pas céder à ces biais dont on nous a parlé, et qui, moi, me semblent aussi souvent des biais politiques, des biais de résistance, et que si on se base sur des valeurs, main dans la main, ensemble, on pourra, je pense, aller et dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise, marcher vers une véritable égalité.